Radio Dilé. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses. Rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique sans prise de tête chaque semaine le lundi en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien. Ça va bien ? Oh bah tranquillou, hein, je pense. Contrairement à la semaine dernière, on n'enregistre pas au dernier moment. Voilà, c'est ça. On s'excuse d'ailleurs pour le retard, parce que d'habitude c'est toutes les lundis sur vos applications de podcast préférées, mais on était à la dèche, on était à la rue. Bref. Alors, commençons avec un petit extrait musical pour introduire le sujet. Générique libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit. Nemo, qu'est-ce que quoi ? On va parler du droit d'auteur. Non, je déconne. On va parler du libéralisme. Et c'était du Gilles Stella, qui est un excellent artiste. C'est un homme qu'il fallait dans cet univers en ce moment. Surtout en ce moment. Tout à fait. Alors, le libéralisme, une longue histoire qui commence au XVIIIe siècle, avec cette question, cette bourgeoisie qui monte par rapport à la noblesse et aux tiers états. Et qui commence à se poser la question de ok pour payer les taxes, mais on veut consentir à l'impôt, du coup on veut avoir des droits, on veut pouvoir s'exprimer dans ces impôts et donner notre avis sur comment utiliser nos impôts. Ça, c'est la version historique. Il y a aussi la théorie de la justice de John Rawls que je vais expliciter un petit peu après, mais avant de justement l'évoquer, qu'est-ce que toi ça t'inspire quand on parle libéralisme, Nemo ? Alors déjà, pour prendre une situation courante, c'est, je pense, le courant de pensée le plus majoritaire, on va dire, en tout cas, alors peut-être en France c'est compliqué, le libéralisme, la France a un rapport un peu complexe au libéralisme, mais dans beaucoup de pays, notamment les États-Unis, l'Angleterre, voire même l'Allemagne, le libéralisme est un courant majoritaire. Mais pour en revenir sur le fond, le libéralisme, ça défend l'individu, les droits, les passions de l'individu. Et on a fait une émission sur le socialisme il y a quelques semaines, je crois. C'est là on est sur l'autre versant de la pièce. Après, c'est comme les questions de droite-gauche, ou c'est comme dire la gauche à droite. Le libéralisme, il y a des libéralismes. On peut aller jusqu'au libertarien, ce que j'appellerais un libéralisme modéré. Et comme tout courant de pensée, il a son histoire, un futur devant lui, ses principes. Et il vaut le coup d'être discuté. Il y a deux grands principes à retenir dans le libéralisme. C'est d'une part un principe d'égalité, en tout cas d'égalité de droit, et un principe de différence aussi dans cette égalité. C'est-à-dire qu'on peut évoluer, c'est-à-dire qu'on peut monter, mais aussi descendre dans la hiérarchie sociale. Et justement, il y a toute une idée de société équitable pour justement avoir une parfaite égalité, et notamment John Rawls, un théoricien du libéralisme, pour qui l'équité, c'est en fait que la vie décente ne peut se traduire que s'il y a une liberté pour tous, et pour lui le juste, ce qui permet de faire cohabiter les vies bonnes, entre guillemets, doit prévaloir sur le bien, sur une vie bonne. Il faut donc avoir des structures de base de la société, des institutions politiques, économiques, sociales, qui répartissent les droits et les devoirs et les biens pour assurer cette justice sociale. Et je vous mettrai en lien une vidéo de l'excellente chaîne YouTube Politicon sur le libéralisme politique. C'est vraiment très intéressant sur comment cette pensée a évolué au fil du temps. Oui, Nemo, tu voulais intervenir. Oui, après, t'as cité un mot qui moi me paraît, qui pétille, on va dire, quand on parle de libéralisme, c'est le mot justice. Parce que c'est vrai que quand on écoute des libéraux aujourd'hui, on sent que ce qui anime quand même pas mal, c'est une question de justice, c'est-à-dire d'obtenir lorsqu'on a travaillé, c'est-à-dire de ne pas être condamné lorsqu'on n'a rien fait. Et c'est qu'en quelque sorte,
il y a une espèce de on n'a que ce qu'on mérite. Voilà, qui parcourt véritablement ce courant de pensée. Alors, encore une fois, dire on n'a que ce qu'on mérite, c'est une phrase globale, hein, n'importe qui peut la dériver à sa sauce. On peut avoir cette façon de façon très extrême, du genre l'État doit être réduit au minimum et seulement siffler les mauvais comportements. Donc l'État est là pour faire le minimum, la base, et puis il siffle quand il y a faute, quoi, en quelque sorte, etc. Mais à la limite, si on se fait pas voir, c'est pas grave. Après tout, on a que ce qu'on mérite. Et il y a aussi le on a que ce qu'on mérite, c'est-à-dire que c'est un libéralisme où en gros il faut travailler, etc. Mais ça n'empêche pas d'avoir une pensée sociale derrière en disant ah oui, on a que ce qu'on mérite, mais attention, dans un certain cadre, parce qu'on part pas tous de la même chose, on n'a pas tous eu les mêmes chances, etc. Donc le libéralisme, moi le mot de justice, c'est véritablement, je trouve, ce qui structure. C'est-à-dire que quand j'entends des pensées libérales, j'entends souvent des personnes, quand je veux être, on va dire bienveillant tout simplement à ce discours ouvert, c'est de dire en fait je vois des personnes qui recherchent une forme de justice en fonction de ce qu'elles estiment devoir avoir par rapport au travail fourni. Alors évidemment ils sont pas tous comme ça, hein, mais voilà, mais il y a quand même, je trouve que ça résonne en fait. La notion de justice, il y a la notion de contrat, et notamment le contrat social, hein, qui est cher justement aux premiers penseurs du libéralisme, puisque voilà, on a contractualisé une société, on a fait un contrat social, on a dit tiens, on se pliera à telle règle, pour son travail, on établit un contrat avec son employeur ou son employé, et qui va du coup poser certaines limites, certaines contraintes, et certains gains aussi. Et du coup, voilà, et si on a respecté le contrat, on peut évoluer, en tout cas dans ce discours. Et il y a justement, il théorise aussi une sorte de voile d'ignorance qui viendra mettre un petit coup de hasard et qui permettra de redistribuer les chances de chacun dans cette évolution, dans cette société. Et on débouche, vas-y. Mais je trouve qu'un des angles morts, en fait, généralement du libéralisme, qui est beaucoup basé sur la responsabilité, parce qu'il y a la justice, mais il y a du coup aussi la notion de responsabilité, puisque qu'est-ce que c'est qu'un procès que sinon devoir assumer ses responsabilités par rapport à ce qu'on a fait, aussi pour nettoyer la société d'une histoire. Mais voilà, grosso modo, la responsabilité est intéressante, mais comme j'en reviens à la question, disait, les inégalités, ce dont tu parlais, il y a certains courants du libéralisme qui disent, oui, il y a des inégalités, mais c'est comme ça. Shogunai, comme on dirait en japonais. Et les libéraux, justement, ils disent, et notamment Milton Friedman, qui est aussi un des grands penseurs du libéralisme, qui dit que de toute façon, le marché, la libre concurrence est bien plus efficace pour tout assurer et notamment rétablir les inégalités. C'est pour ça qu'on parle aussi parfois de main invisible du marché, une sorte de métaphore pour dire que voilà, la concurrence évite les situations d'ultra-domination et que, comment dire, et que la redistribution est quelque part du vol, c'est ce que dit d'ailleurs Friedrich Hayek, aussi un autre penseur du libéralisme, puisque en fait ça vient fausser cette main visible. J'aime bien comment il y a certains penseurs, on peut citer beaucoup de penseurs qui ont des pensées très complexes, mais d'un côté la propriété c'est de vol, la redistribution c'est du vol. Allez, bam, c'est ça. Fight. Non mais c'est vrai que après c'est sans vouloir me moquer de ce genre de choses, que ce soit de Proudhon ou je sais plus la personne que tu as citée, mais Hayek, ça fait un peu, excusez-moi, mais là on est plateau de Pascal Pro quoi, mais vous n'êtes plus crédible. Voilà, c'est un peu ça quoi. Alors qu'en fait justement le libéralisme, et c'est un peu le souci justement avec les simplifications, c'est que comme avec le socialisme, c'est que il y a des tas de choses différentes. Il y a des gens qui acceptent les inégalités parce qu'en mode il y a que ça. De toute façon, généralement ils viennent des hautes sphères, hein, qui viennent généralement de la bourgeoisie ou de la noblesse, voilà, il y a des tas de façons différentes d'interpréter le libéralisme, mais clairement, si c'est associé en tant que valeur de droite, en tout cas je vais prendre une grille de lecture française, c'est aussi associé à une autre valeur qui est de droite, qui est le conservatisme, et voire même le côté réactionnaire, c'est-à-dire que le libéralisme accepte les destinées des individus, et du coup, il est obligé en quelque sorte d'accepter la situation telle qu'elle est et de vouloir la conserver. Parce que changer les règles, du coup, supposerait en quelque sorte imposer aux individus des sociétés. Alors la gauche vous dirait que c'est pour l'intérêt du groupe, mais du coup le libéral lui va voir que en fait on empêche la liberté individuelle. Donc vraiment on est sur des oppositions. Là je me moquais des deux pôles, mais
on est quand même sur des oppositions philosophiques qui, à la base, sont fascinantes, parce que c'est vraiment quelle destinée pour le peuple humain. Tu fais très bien de mettre cette opposition-là. C'est vraiment... on trouve ces dissensions dans la sociologie, dans l'anthropologie et dans la politique, évidemment, comment atteindre la vie bonne, voilà. Il y en a certains qui pensent que c'est le groupe qui va permettre, et l'entraide, je pense notamment, je suis en train de lire l'entraide de Kropotkin, qui suit son discours, c'est dire que c'est le groupe en s'entraidant qui va permettre l'évolution, et d'autres qui pensent que c'est l'individu, par son action, sa capacité à évoluer, à se détacher, à innover, etc., qui va permettre d'avancer. Et c'est vrai que... Ouais, vas-y. Oui, je vais dire, en fait, la différence entre les deux camps, c'est que les deux ne voient pas l'entrave de la même façon. Et je trouve que c'est vraiment le point d'accrochement ultime. C'est-à-dire que lorsqu'un... On va dire, je vais mettre socialistes et libéraux, en fait, pour simplifier. Quand un socialiste va vouloir faire une action de groupe, va vouloir mettre en place des règles, etc., le libéral va voir ça comme une entrave à sa liberté individuelle, alors que si jamais le libéral, justement, veut supprimer des règles et veut revenir à une responsabilité individuelle et à un grand marché, eh ben, le socialiste va voir ça comme une entrave à la destinée collective du groupe. Et il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous accroche, et quels sont les boulets dont on doit se débarrasser. Et évidemment, comme ils sont pas d'accord sur la taille sur la forme, ni la taille, ni l'emplacement du boulet, et ben forcément, en quelque sorte, ils parlent tous les deux de la même chose, pas de la même façon, et en mode miroir. Et ça donne parfois cette impression que lorsqu'on discute avec quelqu'un qui est d'une tendance politique totalement opposée à la nôtre, qu'on vit sur deux planètes différentes. Et effectivement, enfin, je veux dire, par exemple, quand j'ai parlé de main invisible du marché, certains pensent vraiment que ça fonctionne. D'autres prouvent, en tout cas essaient de montrer par A plus B que non, en fait, c'est qu'il y a des situations de monopole, il y a des situations d'abus, etc. Et ce qui a donné... c'est ce courant qu'on traverse actuellement dans les politiques économiques, parce qu'on s'est beaucoup basé sur la politique économique pour parler du libéralisme, sur ce néolibéralisme qui est dans le rejet de l'État social, dans la défense inconditionnelle du libre-échange. Il ne faut absolument pas entraver le libre-échange, puisque c'est ça qui va apporter la richesse, etc. Une sorte de rejet du keynésianisme, où là c'était l'idée, c'est on va aider à la concurrence en faisant des grands travaux, etc., en finançant aussi l'action et le développement économique partout. Ouais. Mais tu fais bien de préciser qu'il n'y a pas qu'un libéralisme économique, parce qu'évidemment, quand on parle libéralisme, on pense au libéralisme économique, et c'est vrai que dans nos sociétés aujourd'hui, il est majeur, parce que les enjeux économiques, bon là, il y a le sanitaire qui prend le dessus, mais j'espère, on en sera débarrassé, ça va être à nouveau les questions économiques qui vont reprendre le dessus, voire même environnemental, mais ça, on ne sait pas trop où se situe. Libéralisme écologique, bon, pour l'instant, il reste un petit peu à construire, sans vouloir être méchant. Mais du coup, ouais, je ne sais plus ce que je voulais dire. Merde, je ne sais pas moi-même. On parlait du libéralisme économique, oui, mais on pourrait parler du libéralisme social. Voilà, parce que dans certains penseurs du libéralisme, il y en a qui disent, écoutez, si vous... par exemple, on peut, comme on doit être libre, on ne doit pas être contraint, on peut laisser un enfant crever de faim. Oui, qui arrive à justifier ça. Ou on peut laisser deux personnes homosexuelles se marier. Voilà, et voilà, c'est vraiment des trucs complètement contre-intuitifs, et on arrive sans doute à un des extrêmes. Alors déjà, on a déjà laissé un gamin crever de faim, c'est quand même un bel extrême, mais en tout cas le plus visible, c'est notamment sur des personnes comme Jeff Bezos, donc ancien patron d'Amazon, qui était un libertarien notoire, où là l'idée c'est vraiment chez moi c'est ma loi et pas autre chose. Oui, ça se retrouve dans le patronat américain. C'est une vieille tendance du patronat américain et même du parti républicain. Bon, maintenant, il a bien changé, mais je ne vais pas refaire Swing State dans Restant Poli. Du coup, non, mais c'est vrai que les libertariens, c'est vraiment une partie à part, et on pourrait consacrer toute une émission au mouvement libertarien, parce qu'il y a des choses hallucinantes là-dedans. Mais effectivement, pour en revenir aux libéraux, comme je citais l'exemple du mariage homosexuel, c'est quelque chose avec lequel, si vraiment les gens sont libéraux, ils ont zéro problème. Parce que je crois que c'est Alexandre Astier que j'avais vu dire en ça, c'est une sorte de position, mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, concrètement, moi, du moment que ça me touche pas, moi, ils font bien ce qu'ils veulent, après tout. Et du coup, il est possible, parfois, d'avoir des alliances entre progressistes, donc plutôt des progressistes libérales, en quelque sorte. Ce qui serait, au passage, une tentative de définition du macronisme. Mais là, je vais m'arrêter là. Mais voilà,
des alliances comme ça entre des courants de pensée qu'on pourrait penser justement un peu en contradiction peuvent se trouver. Alors que si tu prends, j'en reviens à mon exemple de libéralisme-socialisme, là il y a des vrais points d'achoppement qui sont au niveau fondamental, au niveau primaire quoi, de la pensée. Et par le passé, ça a été même jusqu'à l'accession au vote. Hein. Les premiers libéraux, c'était des personnes qui prônaient le suffrage censitaire, selon que vous soyez propriétaire, que vous puissiez payer ou pas une certaine somme pour pouvoir voter, pour pouvoir avoir le droit de vous exprimer dans la démocratie. Je pense à ça, on a oublié de parler d'incarnation politique du libéralisme, et parmi les libéraux notoires, il y a Margaret Thatcher et Ronald Reagan, pour parler à l'étranger, et effectivement en France, tu as plutôt cité Macron. Alain Madelin, mais ça va pas plus parler à grand monde maintenant. C'est marrant puisque le podcast Culture 2000 sur le libéralisme commence par une citation d'Alain Madelin. Ah oui, mais Alain Madelin est un homme politique libéral dans une France qui... En fait, Alain Madelin incarne vraiment ce libéralisme anglo-saxon américain, mais assumé. Alain Madelin, il n'y a rien qui est caché, hein, c'est ouvert, voilà, lui il est là. Je crois qu'il y a un parti libéral en France, je ne sais plus, je crois que c'est un petit parti. Il y avait un petit parti comme ça. Il y a des axes, il y a des cercles de réflexion. Je pense notamment à l'IFRAP, ou les contribuables associés notamment, ou des choses comme ça, qui sont dans des cercles de réflexion et dans de lutte contre l'imposition et l'administration, justement pour diminuer l'administration, le fonctionnariat, etc. Enfin, les fonctionnaires, etc., qui s'inscrivent également dans le mouvement libéral. Mais c'est vrai que la France a une vraie difficulté à définir son propre libéralisme, qui se confond souvent avec le capitalisme paternaliste, les conservateurs, les réactionnaires, etc. Et par contre, le libéralisme, si en France il n'est pas très bien incarné en tant que force, il est souvent très bien incarné en tant qu'opposant. C'est-à-dire que dans de nombreuses forces de gauche, le libéralisme, c'est ce qui est dénoncé. Hein. Même chez le PS, je vais pas aller jusqu'à Mélenchon ou la gauche encore plus radicale, mais vraiment, voilà, le libéralisme, c'était souvent un mot qui fait peur, quoi. En tout cas, c'est un mot qui sert à faire peur et qui sert à définir des concepts d'injustice, qui sert à faire définir tout simplement du pouvoir du patronat notamment, ou même à donner un objectif aux luttes sociales, qui a remplacé le capitalisme. Voilà, et justement qui s'incarne dans les mouvements dits anticapitalistes. Je pense notamment au NPA, un nouveau parti anticapitaliste, ou ce qu'on a appelé un temps les altermondialistes, l'idée d'un autre monde, en référence à cette phrase de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Oui, c'est vrai, mais Margaret Thatcher, oui, pareil, c'est très intéressant d'écouter Margaret Thatcher parce que c'est vraiment incroyable. Mais c'est une femme qui avait des convictions chevillées au corps, on va dire, en tout cas en ce qui concerne l'économique. Voilà, donc si vous avez une vue de gauche, vous direz qu'elle faisait sa lutte des classes, mais version d'en haut, quoi. Et si vous avez une vue de droite, vous verrez qu'elle dit ah mais vous vous rendez compte, elle disait les termes, quoi, en quelque sorte. Et je vais terminer avec une citation de, je crois que c'était Warren Buffett ou Madoff qui disait si la lutte des classes existe et la mienne a gagné. Je trouvais ça assez génial. Merci beaucoup Nemo pour ce podcast sur le libéralisme. Merci Adrien. On te retrouve alors dans La Gauche Toute, qui n'est pas un podcast libéral, a priori. Et on te retrouve aussi dans Swing State. Merci beaucoup à Suzy Q pour le générique. Merci à PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS, je vais y arriver. Et merci à YouPod qui nous permet d'être sur YouTube. Et merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. À la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.